C'est une étude de plus de 1000 pages. Une étude sur la discrimination sociale, l'autorité et le fascisme. Une étude publiée en 1950 et coécrite par le célèbre philosophe et sociologue allemand de l'école de Francfort, Theodor Adorno. Une étude qui est l'un des ouvrages de psychologie sociale les plus influents jamais écrits, avec près de 22 000 citations dans des articles universitaires. C'est une étude sur ce qui pousse des individus a priori ordinaires à soutenir des mouvements autoritaires de droite, voire d'extrême droite. Une étude sur ce qui, dans leur personnalité, les rend réceptifs à de tels discours et idées. Telle est la question centrale de cette étude, la personnalité autoritaire. Avant de commencer, il nous faut un peu de contexte pour comprendre l'origine de ce projet de recherche très ambitieux. Il s'agissait d'explorer les cas concrets d'individus ouvertement fascistes, mais aussi, et surtout, les caractéristiques psychologiques plus profondes ou latentes d'une personnalité dite autoritaire et qui pourrait, dans des circonstances particulières, la conduire à devenir ouvertement fasciste. En gros, il s'agit d'identifier les traits de personnalité d'un individu potentiellement fasciste. Ce projet de recherche va mobiliser un grand éventail de méthodes, aussi bien qualitatives que quantitatives, et adoptera une démarche multidisciplinaire à la croisée de la sociologie et de la psychanalyse, dont l'usage est évidemment à remettre dans le contexte de l'époque. Le projet réunit ainsi une équipe de chercheurs et de chercheuses engagés et expérimentés. Le philosophe et sociologue allemand Theodor Adorno, la pédopsychologue polono-autrichienne Else Frenkel-Brunswick, les psychologues américains Neville Sanford et Daniel Levinson, ainsi que d'autres assistants et assistantes de recherche qui ont participé à l'élaboration théorique du projet, aux entretiens, ainsi qu'à la collecte et à l'analyse des données. Le projet fut financé par le Comité des Juifs américains, une organisation d'entraide pour les immigrés juifs en Amérique, fondée en 1906 suite à de violents pogroms en Europe. Et là, ça nous donne une occasion de rappeler l'importance des parcours biographiques des membres de l'école de Francfort. Pour celles et ceux qui l'ignorent, l'école de Francfort est le nom donné à un groupe d'intellectuels marxistes allemands rassemblés autour de l'Institut de recherche sociale, un institut qui fut fondé en 1923 à Francfort et qui avait pour objectif de renouveler l'analyse marxiste ouest-européenne. La plupart de ces intellectuels étant d'origine juive, ils sont forcés d'interrompre leurs carrières académiques et finissent par fuir le continent européen à cause de la montée du nazisme. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que pour une partie de l'équipe qui a travaillé sur cette étude, le fascisme, ce n'est pas un objet de recherche désincarné, c'est une menace existentielle. Après, de manière plus générale, le traumatisme de la propagation du fascisme et du nazisme en Europe et ailleurs a confronté la gauche européenne à un défi théorique. En effet, en tout cas à l'époque, le fascisme ne pouvait pas être compris comme un simple mouvement petit bourgeois ou une incarnation politique du capital financier. C'était aussi un véritable mouvement de masse. Et le développement de l'école de Francfort s'ancre précisément dans cette tentative des intellectuels de gauche du XXe siècle de comprendre les formes et les mécanismes spécifiques de l'autoritarisme moderne afin de mieux les combattre. Ces travaux sont initiés dès les années 1920 avec les recherches du sociologue et psychanalyste Erich Fromm sur les opinions politiques des ouvriers allemands. Dans les années 30, Fromm collabora aussi avec deux autres piliers de l'école de Francfort, Herbert Marcuse et Max Horkheimer, sur l'autorité et la famille dans une perspective d'inspiration psychanalytique. C'était la mode à l'époque. La réflexion sur le fascisme s'exprimera aussi dans de nombreux écrits de philosophie ou de psychologie sociale de l'époque. L'ensemble de ces études sont motivées par la volonté de comprendre pourquoi l'alliance entre la conscience révolutionnaire et la classe ouvrière, qui semblait être assez naturelle et évidente pour les tenants du matérialisme historique, ne s'est pas pleinement réalisée. Selon l'historien Peter Gordon, le scandale d'une classe ouvrière qui allait à l'encontre de ses propres intérêts ostensiblement objectifs ne pouvait être rendu intelligible qu'en mesurant les profondeurs de la conscience subjective et en recourant au langage de la psychopathologie. Toutes ces études évoluaient dans l'espace dialectique entre la sociologie et la psychanalyse, guidées par l'ambition critique de pouvoir développer, sans réductionnisme, une corrélation entre les conditions socio-économiques objectives
et les caractéristiques subjectives de la personnalité individuelle. À noter que cette volonté de comprendre le fascisme intervient aussi dans un contexte de peur latente d'un retour du fascisme. Une peur qui semble d'autant plus légitime du côté des forces de gauche au vu de la trajectoire inquiétante que semblent prendre les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On peut évoquer la militarisation permanente de la société que l'on cherchait à justifier par la guerre froide, l'anti-intellectualisme croissant qui va se matérialiser aux États-Unis par le macartisme, une certaine forme d'uniformisation culturelle, le déchaînement raciste et réactionnaire face au début du mouvement des droits civiques, ou encore la fulgurante réhabilitation de l'Allemagne et du Japon en tant que rempart contre le communisme, accompagnée d'un assourdissant silence sur les millions de victimes de l'Holocauste. Bref, il y a de quoi inquiéter. Et c'est dans ce contexte précis que l'étude sur la personnalité autoritaire va vite s'imposer comme l'une des tentatives les plus abouties et les plus influentes de corrélation entre la psychologie individuelle et l'orientation politique potentielle. Et plus de 70 ans après sa publication, vous allez voir que ça reste une lecture assez intéressante pour réfléchir à l'autoritarisme, à la fois en tant que forme politique et en tant que disposition psychologique. Et le « à la fois » est très important. Il ne s'agit surtout pas de comprendre l'autoritarisme par le seul biais de la psychologie individuelle ou collective, et donc d'assimiler un individu autoritaire ou fascisant à une personne qui souffrirait d'une psychopathologie. C'est un cliché récurrent de nos imaginaires populaires et qui tend à fortement dépolitiser le sujet. Et ce n'est pas ce qu'ont cherché à faire les auteurs de l'étude sur la personnalité autoritaire. Cependant, ce qu'ils disent, c'est que le fascisme ne peut pas être compris comme un phénomène purement politique qui ne pourrait être compris qu'avec les seuls outils de la description sociopolitique, mais qu'il est également favorisé par les caractéristiques profondes de la psychologie et de la personnalité humaine. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que l'étude ne cherche pas à savoir si ces caractéristiques vont se traduire systématiquement dans un projet ouvertement fasciste. Elle cherche à mesurer un potentiel fasciste et autoritaire sous-jacent. Alors maintenant, peut-être que vous vous demandez, comment ils s'y sont pris? C'est quoi le plan de match? Les recherches ont été menées entre 1945 et 1946 sur une population de plus de 2000 hommes et femmes. Des étudiants et des étudiantes de l'Université de Californie à Berkeley et Los Angeles, de l'Université de l'Oregon et de l'Université de Californie du Sud, mais aussi des officiers et des anciens combattants, des ouvriers et des ouvrières, des syndicalistes, des employés de bureau, des représentants d'associations scolaires, des groupes de parents d'élèves et de clubs, le tout résidant majoritairement en Californie et plus marginalement dans l'État de l'Oregon et à Washington DC. La recherche comporte 2 volets. Des questionnaires détaillés qui ont été distribués à tous les participants et qui ont été complétés de manière anonyme, ainsi que des entretiens et des tests plus approfondis avec des individus ciblés afin de mieux comprendre leur rapport aux figures d'autorité. Dans les questionnaires, on a demandé aux participants de classer leurs réponses à certaines affirmations sur une échelle exprimant leur désaccord ou leur accord, et ce sur plein de sujets. Par exemple, l'obéissance et le respect de l'autorité sont les vertus les plus importantes que les enfants doivent apprendre. Ou, les gens peuvent être divisés en 2 classes distinctes, les faibles et les forts. Ou encore, les jeunes ont parfois des idées rebelles, mais en grandissant, ils finissent par s'en détacher et se calmer. Plus le score est faible, plus cela veut dire qu'on est en désaccord avec l'affirmation. Et plus le score est élevé, plus cela veut dire qu'on est en accord avec l'affirmation. Toutes ces étapes visaient à identifier les convictions politiques et idéologiques des sujets afin de les placer sur 4 échelles différentes. L'échelle de l'antisémitisme, l'échelle de l'ethnocentrisme, l'échelle du conservatisme politico-économique et la plus connue, l'échelle du fascisme. Et c'est cette dernière échelle qui est censée mesurer les facettes implicites ou profondes de la personnalité individuelle. Le cas de figure qui intéresse le plus les auteurs, c'est le cas où un individu obtient un score élevé sur l'ensemble des échelles, la fameuse personnalité autoritaire. Dans la préface de l'étude, Max Horkheimer déclare à ce propos « Contrairement au bigot traditionnel, il semble combiner les idées et les compétences typiques d'une société hautement industrialisée avec des croyances irrationnelles ou anti-rationnelles. Il est à la fois éclairé et superstitieux, fier d'être individualiste et dans la crainte constante de ne pas être comme les autres, jaloux de son indépendance
et enclins à se soumettre aveuglément au pouvoir et à l'autorité. Je vous propose donc de découvrir de manière plus détaillée ce qui constitue l'essence même de la personnalité autoritaire, enfin selon les auteurs, en décortiquant une à une chacune des échelles. Et qui sait, peut-être que vous reconnaîtrez quelqu'un de votre entourage. Et on finira cette vidéo en abordant les critiques et les limites qu'on peut adresser à cette étude, parce qu'on va pas se mentir, il y en a quand même pas mal, surtout quand on a un point de vue de gauche. Petite parenthèse de la moi du futur qui est en train de faire du montage, cette vidéo va parler de sujets relatifs à la discrimination. Et donc, sans surprise, j'ai bien peur que la simple mention de certains mots ne déplaise fortement à l'algorithme YouTube. Donc si vous voulez soutenir mon travail, c'est vraiment le bon moment pour interagir avec la vidéo, que ce soit par un like, un commentaire, un abonnement ou un partage. Je vous remercie de votre attention et on retourne tout de suite à la vidéo. L'échelle de l'antisémitisme cherche à mesurer la tendance d'un individu à fortement soutenir ou à fortement rejeter une idéologie antisémite. Les scores moyens sont les plus ambivalents à ce sujet parce qu'ils peuvent indiquer une indifférence, une sorte d'ignorance ou même un mélange subtil de rejet partiel et de soutien partiel de l'antisémitisme. En revanche, les résultats élevés sur l'échelle de l'antisémitisme semblent être assez cohérents avec les résultats des autres échelles. Autrement dit, une personne ayant un système idéologique de type autoritaire aura plus facilement tendance à assimiler des idées négatives sur les personnes juives, parce que c'est ce qu'elle a tendance à faire avec tous les groupes qui lui semblent différents. Néanmoins, dans le contexte d'après-guerre, les auteurs ont voulu savoir s'il y avait des logiques spécifiques à ce type de pensée discriminante. Alors, quelles sont les principales opinions, valeurs et attitudes qui composent l'idéologie antisémite? Comment sont-elles organisées ou systématisées? Et en quoi ce système est différent d'autres points de vue non antisémites? La stéréotypisation prend plusieurs formes. Premièrement, il y a une tendance à souscrire à des affirmations commençant par « les juifs sont » ou « les juifs ne sont pas », des affirmations qui sont essentialisantes. Deuxièmement, il y a une image négative et stéréotypée du groupe dans son ensemble, et qui tend à faire penser que, au final, en connaître un, c'est les connaître tous. Et troisièmement, les différents stéréotypes qui composent l'imaginaire antisémite entrent en contradiction entre eux, dans la mesure où aucun individu ou groupe dans son ensemble ne pourrait posséder toutes ces caractéristiques en même temps. Par exemple, penser que le groupe en question vit dans la marginalité, c'est un petit peu contradictoire avec l'idée qu'il contrôlerait tous les leviers de pouvoir. En bref, il y a une incapacité à se représenter les juifs en tant qu'individus. Pour une personne antisémite, chaque juif est perçu comme une sorte de spécimen de l'image réifiée et stéréotypée du groupe. L'idée centrale de la pensée antisémite, c'est que les juifs sont menaçants, que ce soit d'un point de vue social ou moral. Cela s'accompagne d'une préoccupation totalement démesurée sur le pouvoir supposé des juifs sur la société. Pour les personnes antisémites, les juifs se tiennent volontairement à l'écart de la société et lorsqu'ils y participent, ils vont systématiquement privilégier les autres juifs aux dépens des autres. Par conséquent, les personnes antisémites vont attendre des juifs qu'ils surmontent leur prétendu orgueil, leur esprit de clan et leur volonté de contrôler les autres groupes afin qu'ils s'assimilent dans la société. Et s'ils refusent d'être assimilés, il ne faut pas qu'ils s'étonnent d'être exclus. Ils le méritent. C'est leur faute. Le raisonnement antisémite est un raisonnement punitif envers les personnes qui divergent des valeurs et des modèles culturels dominants. Et c'est un raisonnement qui ne laisse pas beaucoup de place pour une compréhension plus complexe des phénomènes communautaires. Dans ces conditions, il devient impossible de considérer que la base de la résolution des conflits éventuels entre juifs et non-juifs repose dans l'organisation totale de la société et nécessite donc de questionner les positions et les attitudes des groupes dominants envers les juifs avant de questionner les positions et les attitudes des juifs. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que les personnes qui vont considérer que l'esprit de clan et la recherche du pouvoir sont des traits caractéristiques des juifs vont valoriser ces mêmes traits sous d'autres noms lorsqu'il s'agit de leur propre groupe. On va considérer que la solidarité envers son propre groupe, ça relève de la nature humaine et qu'il est donc normal de privilégier les personnes qui nous ressemblent. Après, vous connaissez l'expression, hein, la paille, la poutre, L'hôpital, la charité. l'œuf, la poule. L'image négative des juifs et le sentiment de menace qui l'accompagne impliquent deux peurs principales. Je dis peur entre guillemets parce que je considère à titre personnel qu'il s'agit plus d'accusations discriminatoires que de peur à proprement parler. Mais bon, on se comprend.
Premièrement, la peur de la contamination. Autrement dit, la crainte que les juifs puissent avoir une influence corruptrice ou dégénératrice s'ils sont autorisés à avoir des contacts réguliers et intimes avec des non-juifs. Cela peut être une corruption d'ordre moral, politique ou encore intellectuel. D'ailleurs, à l'époque d'Adorno, un mouvement social pouvait être qualifié de juif, même si les juifs étaient une minorité et que la majorité des gens à l'intérieur de ce mouvement étaient des non-juifs, car on considérait que les partisans de ce mouvement étaient tout simplement des victimes de la contamination juive. C'est un peu difficile pour moi de ne pas faire de comparaison avec les fameux procès en islamo-gauchisme qu'on a eu en France ces dernières années. Je dis ça, je dis rien. Toujours est-il que cette peur de la contamination permet d'attribuer une grande influence aux juifs et donc de les rendre responsables de la plupart des problèmes de la société, ce qui justifie ensuite les attitudes hostiles à leur égard. Deuxièmement, la peur de la submersion, qui est ici liée à l'image des juifs comme étant manipulateurs et avides de pouvoir. Selon ce raisonnement antisémite, si on permet aux juifs de participer aux affaires de la société, on risquerait de favoriser la formation d'une myriade de petits groupes sectaires cherchant à avancer leurs propres intérêts matériels et politiques. Et il y aurait donc un risque que le groupe des non-juifs soit persécuté et subisse du coup une discrimination de la part des juifs. Bref, qu'ils soient submergés. De nos jours, les thèses suprémacistes blanches comme la théorie du grand remplacement ou celle de l'Eurabi incarne bien cette peur de submersion, qui est cette fois-ci dirigée contre les personnes de confession musulmane. L'imagerie que les auteurs décrivent semble caractériser la plupart des personnes antisémites. Cependant, ces personnes vont avoir des divergences sur l'attitude à avoir par rapport aux juifs, et qui sont très liées à leur rapport aux valeurs démocratiques conventionnelles. Les individus antisémites et ouvertement antidémocratiques, en gros les fascistes, ont un programme clair, une politique violente d'élimination. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque des personnes possèdent le même imaginaire antisémite, mais veulent en même temps soutenir des valeurs a priori démocratiques, d'égalité et de non-violence? On peut citer deux formes de compromis de ce genre. La première option consiste à demander l'assimilation totale des juifs. Et là aussi, de manière paradoxale, il n'est pas rare qu'elles subissent de nombreuses discriminations de la part des mêmes personnes qui demandent leur assimilation. La paille, la poutre. La seconde option consiste à ne plus avoir de contact avec des juifs. Étant donné que beaucoup de personnes antisémites pensent que les personnes juives ne peuvent jamais être parfaitement assimilées, elles vont conclure que les personnes juives et les personnes non juives vivraient mieux en étant totalement séparées. Cette séparation peut se traduire par une ségrégation institutionnelle ou une ségrégation de fait. Ici, on peut penser aux différents ghettos juifs d'Europe entre le XVIe et le XIXe siècle. Mais elle peut aussi se traduire par un soutien à la formation d'un État séparé. Cela explique par exemple que certains leaders politiques notoirement antisémites, comme Churchill, aient été très favorables à la création de l'État d'Israël. Bref, que ce soit via l'élimination, la ségrégation ou l'exclusion, le but est toujours de limiter les contacts entre les groupes et de maintenir la position sociale du groupe dominant qui pratique la discrimination. Donc ça, c'est les grandes lignes de l'idéologie antisémite selon les auteurs. Une idéologie dont la logique sous-jacente ressemble beaucoup à l'idéologie ethnocentrée et à l'idéologie fasciste, et que nous allons découvrir tout de suite. L'échelle de l'ethnocentrisme cherche à mesurer la tendance d'un individu à être ethnocentré, c'est-à-dire à être rigide dans son acceptation de ce qui est culturellement semblable et à rejeter ce qui est différent. Cette échelle est elle-même divisée en 3 sous-échelles. La sous-échelle des Noirs, qui sert à comprendre la vision du sujet vis-à-vis des personnes noires. La sous-échelle des minorités, qui sert à comprendre la vision du sujet vis-à-vis des autres minorités que les personnes noires ou de confession juive. Et la sous-échelle du patriotisme, qui sert à comprendre la vision du sujet vis-à-vis des pays et des peuples étrangers. L'ethnocentrisme est fondé sur une distinction omniprésente et rigide entre des groupes dits internes et des groupes dits externes. L'ethnocentrisme implique une imagerie négative stéréotypée et des attitudes hostiles à l'égard des groupes externes, et à l'inverse, une imagerie positive stéréotypée et des attitudes de soumission à l'égard des groupes internes. S'ajoute à cela une vision hiérarchique et autoritaire de l'interaction entre les groupes, dans laquelle les groupes internes sont dominants à juste titre et les groupes externes subordonnés à juste titre.
L'une des principales caractéristiques de l'idéologie ethnocentrique, c'est son rejet quasi systématique des groupes dits extérieurs. L'individu ethnocentré se sent menacé par la plupart des groupes auxquels il n'a pas le sentiment d'appartenir. Et s'il ne peut pas s'identifier, il doit s'opposer à ces groupes. Un individu ethnocentré peut avoir un rejet plus particulier sur un groupe précis, mais il est très probable qu'il ait aussi des opinions et des attitudes ethnocentrées par rapport à d'autres groupes de la société. Ces opinions et ces attitudes sont d'ailleurs assez similaires avec celles qu'on retrouve dans l'idéologie antisémite. De manière générale, les groupes marginaux sont considérés comme étant menaçants et en quête de pouvoir. Il arrive que les personnes ethnocentrées se rendent compte qu'il y a une sorte de contradiction dans cette accusation, puisque l'une des principales caractéristiques d'un groupe marginalisé, c'est justement d'être en position de faiblesse vis-à-vis d'un groupe dominant. Mais cela ne semble pas atténuer leur sentiment d'être menacé. Selon la personne ethnocentrée, le conflit oppose un groupe intérieur qui tente de maintenir ou de retrouver sa position de supériorité et un groupe extérieur plein de ressentiment à l'égard des blessures du passé qui tente de faire aux autres ce qu'ils lui ont fait. Ce conflit leur semble permanent et insoluble, et par conséquent, les seules alternatives à leurs yeux sont la domination de leur groupe et la soumission des groupes extérieurs. Comme ils considèrent que la hiérarchie et les rapports de pouvoir sont naturels, l'individu ethnocentré a du mal à concevoir une vision des relations entre les groupes où les rapports de pouvoir sont combattus et où l'autonomie et l'émancipation sont valorisées. À l'échelle internationale, la pensée ethnocentrée se traduit par une sorte de rhétorique pseudo-patriotique à l'égard des autres pays, du genre « nous sommes le meilleur pays, nous sommes le meilleur peuple ». En matière de diplomatie, cette rhétorique ethnocentrée justifie une position isolationniste ou une position impérialiste. Et dans les deux cas, cette position donne un rôle central aux forces militaires. Mais dès qu'on quitte l'échelle internationale pour retourner à l'échelle nationale, la notion du « nous » prend une forme assez différente et a tendance à se réduire. Pour les auteurs, l'individu qui a une conception pseudo-patriotique de l'Amérique par rapport aux autres nations considère en fait la majeure partie de l'Amérique comme faisant partie des groupes extérieurs. Les différentes religions, les non-blancs, les masses, les personnes trop instruites ou trop peu instruites, les criminels, les radicaux. Le monde social tel que le perçoivent la plupart des ethnocentristes est organisé comme une série de cercles concentriques autour d'un œil de bœuf. Chaque cercle représente une distinction entre groupes internes et groupes externes. Chaque ligne sert de barrière pour exclure tous les groupes extérieurs au centre, et chaque groupe est à son tour exclu par une ligne légèrement plus étroite. L'incapacité de l'ethnocentriste à considérer les individus en tant qu'individus et sa tendance à voir chaque individu uniquement comme un représentant du groupe stéréotypé et immuable qu'il a en tête, l'empêche de s'identifier à l'humanité dans son ensemble et alimente son nationalisme. Politiquement, ça se traduit par un cynisme très profond envers la coopération internationale et l'idée d'une paix entre les peuples et les nations. Et le cynisme infuse bien d'autres aspects de la pensée des sujets ayant démontré une forte inclinaison à l'ethnocentrisme. La nature humaine est intrinsèquement mauvaise, l'impossibilité de dépasser les différences entre les différents groupes font que la démocratie et l'humanisme sont des illusions inatteignables, etc. Pour les auteurs, cette attitude vis-à-vis des personnes marginalisées est étroitement liée à l'image et à la vision qu'ont les personnes ethnocentrées d'elles-mêmes. En effet, elles vont considérer que les groupes auxquels elles appartiennent sont supérieurs, que ce soit en termes de moralité, de capacité, de développement. Et parce qu'elles sont présumées supérieures, cela devrait se traduire en termes de pouvoir et de statut. Et donc, lorsque leur statut est abaissé ou menacé, l'ethnocentriste va avoir tendance à se considérer comme une victime persécutée. Et dans ces conditions, toutes les tentatives des groupes subordonnés pour améliorer leur statut sont considérées comme des menaces. Il est impossible pour les personnes ethnocentrées de concevoir que peut-être qu'elles luttent tout simplement pour l'égalité et l'interaction mutuelle. Ce n'est juste pas comme ça qu'elles réfléchissent. Les auteurs ajoutent « L'interaction des groupes internes et externes, et en fait toute interaction sociale, est conçue en termes hiérarchiques et autoritaires. Les groupes, comme les individus, doivent trouver leur place. Et le plus grand danger est que certains groupes tentent de s'élever au-dessus de leur position naturelle. Comme dans l'armée, il doit y avoir une série de rangs, et les individus d'un rang donné
doivent se soumettre à ceux qui sont au-dessus ou dominer ceux qui sont en dessous. Et donc, l'individu ethnocentré souhaite que le groupe interne, le groupe dominant, reste pur et fort. Et pour y arriver, soit on extermine le groupe extérieur, soit on le maintient dans un état de subordination et d'exclusion. Si l'extermination représente la forme la plus extrême de l'ethnocentrisme politique et ne sera probablement soutenue que par des individus ouvertement fascistes, les deux autres alternatives que sont la subordination et l'exclusion peuvent parfaitement être soutenues par un public beaucoup plus large sous couvert d'adhésion aux valeurs libérales et démocratiques. On y arrive enfin, l'échelle la plus connue de cet ouvrage, je veux parler de l'échelle du fascisme. L'échelle du fascisme est censée mettre en évidence la structure d'une personnalité dite autoritaire. La structure de la personnalité autoritaire est composée de 9 variables qui représentent chacune des tendances plus ou moins importantes parmi les individus étudiés et que nous allons passer en revue. Allez, c'est le moment de voir si votre collègue de travail ou votre oncle ressemble à Georges politiquement. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Cette variable cherche à mesurer l'adhésion rigide aux valeurs conventionnelles de la classe moyenne. Bien que les auteurs ne le formulent pas de manière toujours très claire, on peut décrire le conventionnalisme comme l'expression d'attitudes qui favorisent de manière générale et souvent immédiate les normes sociales, les valeurs et la moralité traditionnelle. La corrélation entre les valeurs conventionnelles et les préjugés semble plutôt positive, mais pas très élevée. Si les personnes non conventionnelles ont tendance à avoir moins de préjugés que les personnes conventionnelles, on est d'accord qu'il y a des personnes conventionnelles qui n'ont pas beaucoup de préjugés et des personnes conventionnelles qui ont beaucoup de préjugés. Les auteurs précisent donc que l'adhésion simple aux valeurs conventionnelles ne doit pas forcément être liée à un potentiel antidémocratique. Ce qui semble faire la différence, ce serait plutôt la source profonde de cette conventionnalité, ou plutôt le type de structure de la personnalité plus large dans laquelle elle s'inscrit. Cette variable cherche à mesurer la propension à avoir une attitude de soumission envers les autorités morales et l'absence de recul critique envers ces mêmes autorités. Par autorité morale, on entend une variété de figures, que ce soit les parents, les personnes âgées, les élites politiques, religieuses ou économiques. Enfin, ici, il ne s'agit pas vraiment de mesurer le fait d'avoir un respect relativement normal à ces figures d'autorité. Ici, on parle plus d'un besoin exagéré, émotionnel et total de se soumettre. À noter que la soumission autoritaire, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont concernées sont systématiquement en train d'idéaliser les figures d'autorité. Pour les auteurs, la soumission autoritaire représente la composante majouciste de l'autoritarisme. Cette variable cherche à mesurer la tendance à condamner, à rejeter ou à punir. Pour les auteurs, l'individu qui a été contraint à renoncer à des plaisirs élémentaires et à vivre sous un système de contraintes rigides va être particulièrement agacé par l'idée qu'une autre personne puisse, entre guillemets, s'en tirer à bon compte, en tout cas selon lui. C'est un raisonnement qui repose sur la frustration. Mais comme cet individu est incapable, en raison de sa confusion intellectuelle, de déterminer les véritables causes de ces difficultés, il va avoir tendance à chercher un groupe sur lequel il peut se défouler et qui est peu susceptible de riposter. Ce groupe va souvent être composé de personnes qui semblent violer les valeurs conventionnelles auxquelles l'individu frustré est soumis, typiquement les personnes LGBT. À partir du moment où l'individu est convaincu qu'il existe des personnes qui doivent être punies, il dispose d'une justification morale pour exprimer des pulsions agressives profondes qu'il est psychologiquement incapable de diriger vers la véritable source de sa frustration. Pour les auteurs, l'agressivité autoritaire représente la composante sadique de l'autoritarisme. Cette variable décrit une attitude d'opposition, d'impatience et d'agacement face à ce qui est de l'ordre du subjectif, de l'imagination et de l'esprit tendre. L'individu qui possède cette attitude va être dans une démarche où il souhaite être en parfait contrôle de lui-même et va avoir tendance à rejeter tout ce qui semble menacer ce contrôle. Les discussions autour de la philosophie, de la sociologie ou de la psychologie, l'exploration de l'intimité ou encore l'introspection. Comme il est déconnecté d'une grande partie de sa propre vie intérieure, il a peur de ce qui pourrait être révélé si lui-même ou d'autres personnes devaient le regarder de près.
Tout cela va être mis de côté au profit d'activités jugées utiles et pratiques. Les auteurs déclarent à ce propos: une caractéristique importante du programme nazi, on s'en souviendra, était la diffamation de tout ce qui tendait à rendre l'individu conscient de lui-même et de ses problèmes. Non seulement la psychanalyse juive fut rapidement éliminée, mais toute forme de psychologie, à l'exception des tests d'aptitude, fut attaquée. Pour les auteurs, cela conduit à une dévalorisation de l'être humain au profit de l'objet physique, avec tout ce que cela comporte de potentiel antidémocratique. Cette variable cherche à mesurer la disposition d'un individu à penser en catégories rigides et à avoir une vision déterministe, voire mystique, sur le destin des individus. Pour les auteurs, la superstition et la stéréotypie ne sont pas forcément liées à ce qu'on appellerait couramment un manque d'éducation ou d'information. Il s'agirait plutôt d'une disposition d'esprit qu'ils relient en partie à une faiblesse d'ego. Ici, un ego faible aura tendance à rejeter les idées et les observations qui sont nécessaires pour correctement analyser une situation, car ces dernières sont chargées d'affects potentiellement anxiogènes et qu'il va chercher à éviter. Cette variable cherche à mesurer la préoccupation pour les dimensions leader-suiveur, domination-soumission, force et faiblesse. Elle cherche aussi à mesurer l'identification personnelle à des figures de pouvoir et d'autorité, ainsi que l'affirmation disproportionnée pour la force et la dureté. Masculiniste, coach en séduction, coach de vie, vous avez tous un petit dictateur en vous. Pour en savoir plus et débloquer votre potentiel, abonnez-vous et achetez ma formation. L'individu qui pense comme ça a souvent un rapport complexe et ambigu vis-à-vis de la notion de pouvoir. D'un côté, il a envie d'obtenir le pouvoir et de le conserver, mais en même temps, il a peur de s'en saisir et de l'exercer. De même, il semble qu'il admire le pouvoir chez les autres et qu'il est souvent assez prompt à s'y soumettre, mais qu'en même temps, il ait un petit peu peur, voire un petit peu honte, de la faiblesse et de la vulnérabilité que cela implique. Afin de naviguer à travers ces contradictions, il est courant qu'un tel individu s'aligne sur des figures de pouvoir, de manière à satisfaire à la fois son besoin de pouvoir et son besoin de soumission. En se soumettant au pouvoir, il espère pouvoir y participer. On peut typiquement penser à quelqu'un qui occupe une position intermédiaire dans une hiérarchie clairement structurée, où il y a toujours quelqu'un au-dessus et quelqu'un en dessous. Mais on peut aussi penser à quelqu'un qui rêve de serrer la main d'une figure d'autorité, comme un président ou un grand entrepreneur. Dans ce dernier cas, la gratification vient à la fois du fait de se soumettre à cette figure d'autorité, mais aussi de se dire que quelque part, cette figure d'autorité lui a serré la main à lui et pas à quelqu'un d'autre. Pour les auteurs, un individu qui envisage la plupart des relations humaines en termes de force et de faiblesse est susceptible d'appliquer ces catégories dans sa réflexion sur les groupes humains afin d'acquérir un sentiment de supériorité. Par exemple, en concevant des races inférieures et des races supérieures. Cette variable cherche à mesurer le sentiment d'hostilité généralisée et la propension à représenter l'être humain comme étant naturellement mauvais. Il s'agit d'une forme d'agressivité rationalisée, en dehors de considérations moralisatrices, comme c'était le cas pour l'agressivité autoritaire. Ici, l'individu cynique s'autorise à exprimer librement son agressivité, sous prétexte que tout le monde le ferait. Cela va s'accompagner d'une naturalisation des comportements agressifs. Quelque part, exploiter ses voisins ou leur faire la guerre, est-ce que ça relèverait pas de la nature humaine ? J'ai pas raison? Mais si. Bien sûr. Le mépris généralisé de l'humanité et l'indifférence vis-à-vis de la souffrance possèdent un fort potentiel d'instrumentalisation antidémocratique. Cette variable cherche à mesurer la disposition à croire que des événements sauvages et dangereux se déroulent dans le monde, qu'il y a des complots, des conspirations et des forces qui œuvrent pour le mal. C'est inquiétant ça. Cette disposition à croire ne concerne pas seulement les thèses qui sont largement admises comme étant des théories farfelues, mais aussi celles dont la véracité est beaucoup moins remise en cause dans la société. À l'époque d'Adorno, cela aurait inclus la peur du complot judéo-bolchevique par exemple. De nos jours, il s'agirait de la théorie du grand remplacement, de l'ensauvagement de la société, de l'islamo-gauchisme ou encore du lobby LGBT. Cette variable cherche à mesurer une préoccupation tout à fait disproportionnée
à l'égard de ce qui se passe au plan sexuel. Cela inclut une forte tendance à condamner les individus qui contreviennent aux normes sexuelles, typiquement les délinquants sexuels, mais aussi les personnes homosexuelles, et même les personnes hétérosexuelles lorsqu'elles ont une sexualité plus libérée. D'ailleurs, il y a tout un chapitre du livre qui traite de manière plus détaillée du rapport des participants à la question de l'amour et à la question du sexe. Et globalement, ça ouvre une conversation plutôt intéressante sur le rapport des conservateurs à la notion de plaisir. Dit autrement, pourquoi les conservateurs sont souvent des peines à jouir qui semblent avoir un placard à balai dans le cul. Bon, c'est bien beau tout ça, vous avez passé tout votre entourage en revue et vous commencez à compter les blessés, mais il est temps de parler un petit peu des critiques et des limites de l'étude sur la personnalité autoritaire. Et des critiques, il y en a eu dès la sortie. Les théoriciens du totalitarisme dans la lignée d'Hannah Arendt, qui défendaient l'idée que le nazisme et le communisme soviétique étaient des variantes de la même forme idéologique et politique, ont critiqué que l'étude n'envisageait pas la possibilité d'un autoritarisme de gauche. D'autres critiques de l'étude se sont concentrées sur sa méthodologie, qui souffrait selon eux d'un biais de confirmation. En gros, les techniques auraient été conçues pour générer les résultats attendus. D'autres encore ont discuté du choix de recourir à des échelles et des types pour étudier le phénomène autoritaire, malgré les explications d'Adorno à ce sujet. Clairement, des critiques plus pertinentes sont arrivées bien plus tard, à partir des années 80, de la part de personnes souhaitant raffiner le modèle de la personnalité autoritaire ou nuancer certaines de ses hypothèses. Mais si on reste dans le contexte immédiat de la publication, il semblerait que les critiques les plus pertinentes sont venues des auteurs eux-mêmes. Plot twist. Oh wow. Leur ambition initiale d'articuler de manière dialectique la relation entre le social et le psychologique a été particulièrement difficile à réaliser. Les auteurs semblent être tombés dans le piège de réifier le psychologique comme condition antécédente au social. Et de toute évidence, cette perspective n'était pas partagée par toutes les personnes qui gravitaient autour de l'étude. Horkheimer et son collègue Samuel Flowerman semblent être assez embarrassés par cette manière de présenter les choses. Ils vont profiter qu'on les invite à signer l'avant-propos du livre pour le faire savoir et insister sur le besoin de compléter ces recherches par des études socio-historiques. Fort d'une meilleure connaissance de la dynamique individuelle, nous nous attachons maintenant à mieux comprendre la dynamique de groupe, car nous reconnaissons que l'individu in vacuo n'est qu'un artefact. Même dans la présente série d'études, bien que de nature essentiellement psychologique, il a été nécessaire d'expliquer le comportement individuel en termes d'antécédents et de facteurs sociaux concomitants. Les réserves se font aussi sentir du côté d'Adorno lui-même, en particulier concernant les choix méthodologiques et leurs implications. Dans le chapitre 19 consacré à la typologie, et qu'il a rédigé seul, Adorno met en garde contre toute tentative d'essentialisation des différents types psychologiques, notamment en prévision des critiques de ses collègues. En effet, dire que les individus qui expriment un fort potentiel antidémocratique ont tendance à mettre les gens dans des cases tout en développant une typologie qui met les gens dans des cases, c'est un peu ironique. C'est pourquoi Adorno rappelle « Notre typologie doit être une typologie critique, dans le sens où elle comprend la typification des hommes elle-même comme une fonction sociale. » Mais la critique de la typologie ne doit pas négliger le fait qu'un grand nombre de personnes ne sont plus, ou plutôt n'ont jamais été, des individus au sens de la philosophie traditionnelle du 19e siècle. Il y a une raison de chercher des types psychologiques parce que le monde dans lequel nous vivons est typé et produit différents types de personnes. Cet argument soutient une affirmation radicale selon laquelle la pensée autoritaire et stéréotypée ne sont pas en contradiction ou en décalage avec la société moderne, mais sont des phénomènes créés par la modernité. C'est une position théorique chère à Adorno et Horkheimer, et qu'ils avaient déjà développée en 1944 dans le livre Dialectique des Lumières, un pilier de la philosophie de l'école de Francfort et de la théorie critique. Parce que c'est ça, faire de la recherche interdisciplinaire et collaborative. Ça demande de faire des compromis entre des agendas de recherche, des méthodes, des visions du monde, des paradigmes qui sont propres à chaque champ et à chaque individu. Ça demande de faire des compromis entre des agendas de recherche, des méthodes ou des théories qui sont parfois en contradiction. Et dans ce cas précis, les chercheurs de l'école de Francfort ont dû un petit peu modérer leurs positions les plus radicales
pour pouvoir travailler de manière harmonieuse avec leurs collègues nord-américains. Et donc, ils ont dû mettre un petit peu de côté leur réinterprétation européenne et marxiste de la psychanalyse, avec son supplément histoire, sociaux, salade, tomates, oignons. Il faudra attendre la réédition de la personnalité autoritaire chez Verso en 2019 pour que soient enfin publiées les remarques les plus critiques d'Adorno au sujet de l'étude. Dans ses textes écrits en 1948, Adorno exprime clairement ses réserves sur les implications de l'étude et ses convictions quant à l'interprétation des résultats. Nous sommes convaincus que la source ultime des préjugés doit être recherchée dans des facteurs sociaux, qui sont incomparablement plus forts que la psyché de n'importe quel individu concerné. Il en profite d'ailleurs pour souligner que les sujets avec le plus fort potentiel fasciste sont souvent en adéquation totale avec les valeurs dominantes de la société américaine, et non pas en décalage. Les sujets qui obtiennent les meilleurs résultats ne semblent pas se comporter comme des individus autonomes, dont les décisions sont importantes pour leur propre destin et celui de la société, mais plutôt comme des sujets soumis à la recherche de la chose à faire conventionnelle. Le fait que nous ayons constaté que les hauts scores se conforment davantage au climat culturel dominant et sont, au moins superficiellement, mieux adaptés que les faibles scores, semble indiquer que, mesurés selon les normes du statu quo, ils sont également plus caractéristiques de la situation historique actuelle. Le sujet fascigeant apparaît donc moins comme une sorte de pathologie sociale que comme une norme sociale émergente. Ce qui pousse Adorno à dire que l'antisémitisme, le fascisme et l'autoritarisme sont dus à la structure totale de notre société. Horkheimer fait une remarque similaire dans la préface en déclarant que la cause de l'hostilité irrationnelle se trouve en dernière instance dans la frustration et l'injustice sociale. Par conséquent, l'étude sur la personnalité autoritaire ne doit pas être lue comme étant représentative des travaux de l'école de Francfort, bien plus acerbe sur la modernité et qui est bien moins optimiste sur la capacité du modèle libéral d'après-guerre de contrer efficacement l'autoritarisme. En effet, l'étude sur la personnalité autoritaire a été publiée au début de la guerre froide, lorsque les régimes occidentaux et capitalistes se présentaient comme les champions de la liberté et de la démocratie. Et ce contexte a clairement impacté le processus d'écriture et de publication de l'étude, aux grandes dames d'Adorno. Néanmoins, la conclusion du livre semble tempérer cet optimisme libéral d'après-guerre et donne enfin plus d'espace aux positions d'Adorno. Dans cette conclusion, les auteurs expriment leur scepticisme quant à l'idée que l'on puisse trouver un traitement direct pour les personnes qui ont obtenu les plus hauts résultats sur l'échelle F, c'est-à-dire les personnes qui démontrent le plus fort potentiel fasciste. La thérapie individuelle ? Une option très limitée, énergivore, chronophage et incertaine. Éduquer autrement ses enfants ? Une option prometteuse, mais pour les auteurs, on peut s'attendre à ce que peu de parents persistent longtemps à éduquer leurs enfants pour une société qui n'existe pas, ou même à s'orienter vers des objectifs qu'ils ne partagent qu'avec une minorité. Non, selon les auteurs, pour que le potentiel fasciste change, ou même pour qu'il soit maîtrisé, il faut que la capacité des gens à se voir et à être eux-mêmes augmente. Mais la modification de la structure potentiellement fasciste ne peut être uniquement réalisée par des moyens psychologiques. La tâche est comparable à celle d'éliminer du monde la névrose, la délinquance ou le nationalisme. Ce sont des produits de l'organisation totale de la société, et ils ne peuvent être changés que si cette société est changée. « 70 ans après sa première publication, l'étude sur la personnalité autoritaire reste un texte pertinent pour réfléchir sur notre contexte politique actuel. Un contexte de progression des idées d'extrême droite, mais aussi de révélation croissante des dimensions autoritaires et antidémocratiques du courant libéral dominant. Et si on ne fait pas l'erreur de sous-évaluer le rôle des structures sociales, alors oui, c'est intéressant d'essayer de mobiliser la psychologie sociale afin de comprendre les aspects cognitifs du soutien à l'autoritarisme. L'attention aux identités, aux idées, aux émotions, aux perceptions, ce sont des choses très intéressantes pour les recherches en justice sociale. La recherche sur la justice sociale, c'est pas facile à dire ça. Mais c'est un exercice difficile et semé d'embûches. Et clairement, l'étude sur la personnalité autoritaire n'a pas été épargnée. Et au final, c'est ce qui m'a passionné dans cette étude, au-delà même de son contenu. C'est ce qu'elle nous apprend sur les difficultés du travail de recherche, et c'est ce qu'elle nous apprend sur la difficulté à comprendre les dynamiques de la société dans laquelle nous nous trouvons, à faire sens du politique, à faire sens de la relation entre les individus et les structures, et ce, y compris au sein d'un même camp politique.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment été super occupé dans les derniers mois, mais franchement, ça fait trop plaisir d'en prendre les vidéos. Et la bonne nouvelle, enfin si vous avez aimé la vidéo, évidemment, c'est qu'il y en a d'autres qui arrivent dans vraiment pas longtemps. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle lecture afin de penser et de repenser le monde.